Michelin, motion for life. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau de Racing Stream. Je sens qu'on va rigoler. Oui. Ça déconne, hein. Là je vais pas les tenir. En tout cas, ravi de vous retrouver pour toute l'actualité sport mécanique. Et oui, j'ai oublié de mettre mon polo Ferrari, c'est dommage. Ça va être une bonne page de cette émission. Et pour ça, nous avons un pilote de Formule 1, pas du tout. En tout cas, un énorme pilote, champion du monde super sport, aussi champion du monde endurance. Lucas Mayas, bienvenue sur le plateau de Racing Stream. Bonjour à tous, merci. Bah, c'est trop cool. Bientôt la Formule 1, bientôt. C'est vrai ? Ouais. Tu t'y mets ? Ouais, ça y est, j'ai commencé là. C'est toi le pilote 2 chez Ferrari ? Attendez. Bon, impeccable. Tu vas tout nous dire sur ta carrière, tes titres, comment tu as commencé, ce qui s'est passé en 2023 et ce qui t'attend pour ta saison 2024. Tu regardes quoi de manière générale, toi, à la télé ? Tu regardes la vitesse, le MotoGP, l'endurance, tu fais quoi ? De moto, je regarde tout. Ah ouais ? Je suis vraiment passionné de tout. On le verra un peu plus tard, mais la moto, c'est vraiment ancré en moi. J'aime vraiment tout, toutes les disciplines. J'aime aussi la voiture. Non, je suis vraiment adepte de tous les sports mécaniques. Et il n'y a pas le MotoGP, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on est dans une qualité de diffusion qui est tellement extrême. On voit vraiment tous les détails, on suit vraiment tout. C'est presque un feuilleton plus qu'un sport. Donc, du coup, c'est vraiment un truc qui attire. Et encore plus quand on connaît vraiment l'envers du décor, quoi. Eh ben, c'est vrai. En tout cas, bonjour à vous. Je vous ai pas encore dit bonjour, mais je vous ai pas oublié. Ça va, Anthony ? Moi, j'ai mis la couleur de Lewis Hamilton sur son casque. Non, on dirait mon polo que j'ai quand je commande Gran Turismo. Je te jure, il y a marqué Real Driving Simulator. Eh ben non, là, il n'y a pas. c'est un violet, voilà. Ouais. Et je retrouve Rémi. Et oui, Rémi qui nous fait une OP pour Lacoste. Voilà, il cherche à faire un partenariat. Ça va ? Je l'ai eu pendant 11 ans, quand même. Donc, tu vois, je pense dire une connerie et non. Moi, je ne l'ai pas. Mais... Et après... jamais de conneries avec les sponsors. Ouais, je vois ça. D'ailleurs, une petite pensée pour nos amis de chez Michelin. Oui. Tout à fait. On s'habillera en jaune la prochaine fois. Ah oui, évidemment, jaune et blanc. En tout cas, il est avec nous ce soir, encore une fois, pour nous parler de Formule 1. Mon cher Jean-Louis, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci mon cher Donald. Bonsoir à tous. Bonsoir aux champions. Et bonsoir aux deux là-bas là, qui sont toujours en train de chahuter. Enfin, toujours. On nous avait séparés quand même les fois dernières. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est vrai, c'est parce que je cherche à avoir un plateau normal et surtout qui ne se déborde pas. Parce que c'est pas normal sinon. Après, je vous tiens plus et ça m'énerve. Cela dit, oui, s'il se lâche vraiment en fin d'émission, tu vas voir, tu vas découvrir sa vraie personnalité à Lucas. Bon, on verra. Tu me dis ça à chaque fois et à chaque fois, ils sont toujours très sages. Déjà, je savais pas que c'était une émission de fringues, moi. C'est vrai ? Ah oui. Oui. On adore Oakley. Mais je connaissais pas la réunion avec le logo Oakley. C'est autre chose. Magnifique la réunion, magnifique. Oui, l'Office du tourisme de La Réunion avec nous en partenaire aujourd'hui, opération spéciale. Bon bref, tout de suite, la Formule 1, c'est parti. Il le disait la semaine dernière, Marc Van der Stappen, que votre avis sur le fait de faire un week-end commun avec la F1 et le MotoGP, c'est quoi ? C'est de la rumeur ? Ça va se faire ? On en est où là ? Non, c'est ça. Je m'inquiète pour ce que Marc Van der Stappen a dit, savoir que c'est vraiment dans les tuyaux. C'est pour de vrai ? Oui, mais il y a un vrai souci là-dessus, entre F1 et MotoGP. Il faut pouvoir. Ça veut dire que donc pas de F2. Pas de F3. Pas de Moto 2. Ça veut dire pas de Moto 2, pas de Moto 3. C'est dommage. Et ça veut dire aussi qu'il faut trouver le circuit, parce que si c'est en pleine saison et que le rendez-vous est formidable pour la F1, le rendez-vous moto, j'en parle même pas, il faut un circuit capable d'accueillir 400 000 personnes. Tu fais ça à la Ferté-Gaucher ? Oui, par exemple, si on veut. Non, alors, il est question de Austin, au Texas, où il y a de la place, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais enfin, ça fait beaucoup de monde. Et je pense aux voitures à garer, pas seulement les motos, tout ça. Et Jean-Louis, si je me souviens bien, on avait déjà des gros problèmes de revêtement quand il n'y avait que la MotoGP à Austin. Oui, absolument. Mais ça, Austin, on sait que c'est planté sur un asphalte, non pas un asphalte, un soubassement un peu changeant, et qu'effectivement, à chaque fois qu'on efface les bosses, elles réapparaissent. Et ce serait quoi l'idée ? C'est genre samedi, course MotoGP, dimanche... La Formule 1, c'est... Pourquoi la course MotoGP ? Non, ça va. Tu vois, voilà, donc là, c'est le problème. Tu vois, déjà. Ah oui, mais on sait très bien que ça reste de monde quand même. Ça reste à imaginer, Donald. Ça reste à imaginer. Il faut le mettre sur pied. Mais j'ai pensé surtout, à notre invité de la semaine dernière. Je pense à Rémi qui aime beaucoup ça également. Moto 2,
et Anthony qui commente la Formule 2, ces choses-là. Donc, c'est un peu compliqué quand même comme histoire. Il faut vraiment un grand circuit, très, très grand circuit. Toi qui as été champion du monde, du coup, en Supersport, tu connais, c'est des grosses organisations. Ça te paraît plausible et ça t'aurait plu de rouler sur un truc mixte? Non, et puis je comprends pas, en fait, c'est dommage. Il y a 2 beaux championnats qui fonctionnent. Pourquoi les réunir pour diviser les audiences, diviser. Je trouve pas ça génial. Alors, en endurance, en moto, ils ont fait les mêmes week-ends qu'avec les endurances de voiture aussi. Alors, je sais plus quel nom c'était. Ouais, ça s'est passé plutôt. Ouais, ça allait, mais c'est 2 championnats quand même petits avec pas beaucoup de spectateurs. Donc, ouais, j'ai du mal à voir comment c'est possible de mettre des MotoGP, de la Formule 1 dans un même week-end. Ouais, c'est trop Non, mais c'est gros. vrai. Non, mais t'as raison, je me souviens, c'était Eurosport qui était le promoteur. Non, mais c'est vrai. Et c'était le WTCR Ouais, et voilà, le WC. Ok, c'est vrai. Exactement, ouais, sur les mêmes week-ends. En ça Malaisie, allait. ils ont fait ça, je crois. À Ouais, Sepang. ouais, exactement. Il a plu un maximum. Oh, c'était un déluge. Juste une chose. Comment on En fait pour vous préparant rappeler tout ça? Mais non, mais Comment attends, c'est en comment Slovaquie c'est aussi. possible? Il s'en parce qu'on y rappelle pas, était. il s'en rappelle pas, c'est moi qui viens de le dire. Oui, Non, c'est mais ça. là, Non, mais on y était. des trucs. Non, c'est pas. Mais il y a une chose dont je me Faut pas souvenais moi. pas. Ça y est, ok. Je vois le troll arriver. Ok, pas de pas, souci. Il y a quelque Il a chose raison. dont je me souvenais pas totalement dans sa carrière. Je vais reposer la question pour qu'il me précise. Mm. C'est pas 1 ou 2 comme j'avais dans mes souvenirs. Il a fait 7 grands prix en moto 2, Lucas. bien sûr. explique-nous. Alors C'est ça. Avec la Transformer. Avec des motos un peu bizarres, ouais, jamais trop des bonnes motos, mais enfin des bonnes motos, jamais des motos conventionnelles. Ouais, j'ai fait plusieurs grands prix en moto 2. Et un avec Tech 3 aussi. Et un avec Tech 3 à Valence, exactement. D'accord. Mais avec beaucoup de stress, beaucoup de pression. J'arrivais dans une équipe un peu. J'avais pas le niveau ni les épaules pour gérer un truc le comme niveau, ça. tu l'avais, mais Ouais. t'arrivais en Voilà, fin de j'avais saison. pas les épaules pour gérer un grand prix comme ça dans une équipe qui était déjà en place. Et quand je roulais avec une moto un peu particulière, j'étais le mec que personne n'attendait. Du coup, c'était plus facile pour moi de se lâcher. Là, je me suis retrouvé vraiment à stresser. Et d'ailleurs, Guy Coulon m'a surnommé ce week-end-là la Sainte-Reuse parce que j'arrivais à desserrer les guidons tellement j'étais stressé sur la moto et que je forçais sur la moto. Ah oui, quand même. Oui, avec les cheveux. Oui, ah oui, là, c'est pas mal. Pas mal. Ouais, la Bien Sainte-Reuse, trouvé, il m'a bien trouvé. appelé. la Sainte-Reuse. Incroyable. La Sainte-Rose. Voilà, c'est ça. Je ne rappellerai pas comme ça pendant l'émission, mais Non. merci pour ce petit insider. On était parti sur la Formule 1, du coup, ce week-end mixte. C'est bon, c'est passé. La grosse nouvelle, c'était quand même, voilà, enfin. Et là, je suis content Non, parce mais que. attends. Non, C'est l'Arlésienne. Attends, quoi? Quoi? Mais je n'y croyais pas. On me l'a Ah. dit le matin même. On me dit, Incroyable. il va signer, etc. Je dis, mais c'est pas possible, on en parle depuis 10 ans. Voilà. Et tous les footix de la Formule 1 qui vont aimer la Ferrari quand il va se mettre à gagner. Ah bah oui. Comme par hasard. Alors, quand il va se mettre à gagner, je suis pas sûr. Mais ça quand il va rouler, tu n'es ça pas va obligé occuper. d'être désagréable comme ça tout de suite, Anthony Drevet. Merde. Qu'il en gagne déjà une, alors qu'il est. Il y a eu combien de victoires de Ferrari l'année dernière, Jean-Louis? Une. Et les autres marques ont. Ah bah, Red Bull. Mais vous allez voir en 2025, Non, mais moi, vous allez voir. non, mais je ne parle pas de ça. Je pense que Fabien, qu'on connaît et que nos spectateurs connaissent, moi aussi, il m'a dit ah mais non, mais j'ai dit Hamilton. Il dit mais non, mais ça tous les dimanches c'est on vrai en que- parle. Mais oui, ça Et ben, revient chaque Et année. là, moi, alors je me suis dit bon, j'ai rien dit, mais bon. Non, mais c'est quand même fou. Ce qui est fou, c'était l'interview à Monaco de Charles Leclerc. Il dit qu'est-ce qu'il peut, vous pourriez dire à votre prochain coéquipier? Il avait fait alors salut Lewis, mais c'était quoi ce leak de l'espace qui nous a sorti à ce moment-là? Jean-Louis, tu l'as vu ces Oui, extraits? absolument. On a pensé quoi? Ouais, ben, Tu je savais pense- déjà? J'ai pensé que ça, non, c'est quelque chose qui est sous-jacent depuis longtemps, ça. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil qu'une équipe comme Ferrari ait envie d'avoir Hamilton. Mais ce serait quoi? Ce serait pour dire, en gros, j'ai roulé une année chez Ferrari, 1 an avant la retraite. Comment tu vois ce move d'Hamilton où finalement c'est une vraie volonté de repartir pour gagner ou c'est juste pour entre guillemets, le kiff, même si je vais loin? il y a vraiment, si tu veux que je réponde complètement à ta question, Bah, j'aimerais bien. après, ça va prendre du temps. Je vais me mettre dans la position d'un détective que j'aimais qui s'appelle Hercule Poirot. Voilà. Je vais me mettre à la place des gens. Déjà, mettons à la place de Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia. OK il se débarrasse de Sainz, qui joue pas toujours le jeu, qui fait des erreurs, même si c'est lui qui a gagné le seul Grand Prix l'an passé pour Ferrari, qui est quand même pas l'équipier formidable qu'il attendait. Et il se débarrasse de la famille de Sainz. Il se débarrasse. Ah ouais? Non, mais c'est vrai. Lui, il est méchant. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi c'est genre son Non, père, c'est parce que Carlos? Carlos, le vrai Carlos, le grand, Ouais. mon ami Carlos, il est un peu présent. Ah ouais? Je sais Oui, pas. bien sûr, oui, un peu. Donc, il y a ça qui est joint. C'est-à-dire que Sainz, le pilote de F1, n'a jamais vraiment joué l'osmose dans l'équipe. On l'a vu plein de fois. Quand les deux Oui, Ferrari oui, étaient oui. sur la première ligne, il y a un jeu à jouer, il ne l'a jamais joué. Bref. Et ensuite, il fait ce qu'a fait l'histoire de la Scuderia Ferrari depuis qu'elle existe, d'ailleurs, je vous rappelle, 1929.
c'est quand même le royaume des superstars. Pas tout le temps, pas chaque année, mais quand même les superstars. Avant que Senna se tue, on savait très bien, il avait déjà signé un protocole avec Ferrari, par exemple. Ah ouais? Mais oui, bien sûr. C'est la nature des choses que la Scuderia a toujours eu une ou deux superstars dans ses rangs. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Donc, je me mets à la place de Vasseur, il a Hamilton. Je me mets à la place de Toto Wolff, maintenant, le patron de Mercedes. Alors, Toto Wolff, il est un peu fâché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il a été prévenu vraiment trop tard, alors qu'il savait depuis quasiment la moitié de la saison passée qu'il y avait une déconnexion. Il le savait, puisque Frédéric Vasseur est un de ses copains. Il le savait quand même, ça se parlait. Mais la signature définitive est intervenue un peu tard, et il pense qu'il a manqué le temps, donc, d'avoir soit Charles Leclerc, qui après tout qui a signé il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, pour ces plusieurs années chez Ferrari, et qu'il n'a pas eu aussi celui qu'il souhaitait avoir depuis longtemps, Lando Norris. Et donc, il est un peu en colère. Ils se sont payés la tête à Toto. Un peu vexé à cause de cela. L'histoire est là. Et maintenant, je parle de Lewis Hamilton. Alors, Lewis Hamilton, je le présente pour les deux ignares là-bas en face. Ouais. Oh, j'aime quand tu fais ça. Oh là là, nous, on n'aime pas. Superstar, Fangio, Prost, Senna, Schumacher, que des pointeurs comme ça. Également Vettel. Tu peux rajouter Verstappen, maintenant, je sais que des fois ça t'accorde. Oui, non, pas du tout. Raikkonen. C'est la première dire qu'il a changé. Oui, Raikkonen. Donc, franchement, c'est pas mal que ça arrive là pour Lewis. Okay. Deuxièmement, Lewis, face à Mercedes, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment très, très content. Et je vous rappelle quand même qu'il perd James Vowell, qui était le stratège, qui est maintenant le patron de Williams. Je comprends que Vowell soit parti ailleurs. Mais mon ami Irfan, ingénieur, dans l'île de la Réunion. Je réfléchis au clé. Bon, okay. Je le montre, il montre son t-shirt. C'est ingénieur là-bas, c'est le patron de la tour de contrôle, des tours de contrôle du coin. Il me dit, attention, les stratèges n'ont pas que l'ordinateur devant eux pour se servir et pour calculer les choses. Ils ont des tas de notes sur des tas de cahiers écrites à la main sur chaque pilote qu'ils emploient. Tout ça pour notamment un truc, j'avais pensé à rien, pas du tout à ça, pour savoir si c'est OK pour passer en Q2 et OK pour passer en Q3, ou qu'est-ce qui les menace ou pas. Je trouve ça formidable. Bon, déjà, voilà. Well, c'est parti. Et puis, il y a Mike Elliott. Mike Elliott, il nous fait la W12. Elle ne convient pas à Hamilton. Le poste de pilotage est trop avancé. 4 cm. Alors, on dit 4 cm. Bien sûr que ma grand-mère dit 4 cm, qu'est-ce que c'est? Non, mais pour un pilote de Formule 1, ça joue. Donc ça ne lui a pas plu. La voiture m'a ressouiné, c'est-à-dire c'est beaucoup, etc. Ils font la W14 derrière, ils font la même quasiment. Il leur a dit, mais quand je vous parle, je peux vous parler ou pas? Ça te fait rire Non, pas du tout. Quand je vous parle, vous pouvez m'écouter quand même. Je veux dire, on écoute Senna, on écoute Prost, on écoute Schumacher, et moi, on ne m'écoute pas, par exemple. Ouais. Donc écoutez-moi, je vous dis que cette voiture, c'est pas bien. Donc il est fâché aussi à cause de ça. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. Le fait d'avoir mis Russell aussi peut-être au même niveau, oui aussi, parce que c'est un chouchou de Toto Wolff. Mais je pense que Russell l'a pas vraiment gêné. C'est la voiture qui l'a gêné. Et surtout le fait qu'on ne l'ait pas écouté. Et quand vous êtes une pointure de ce niveau, on peut vous écouter. Je veux dire, Hamilton, il est 7 fois champion du monde. Il a fait 104 pôles, 103 victoires. S'il dit, écoutez monsieur, vous pourriez... On ne l'écoute pas. Donc il est parti comme ça. Tu es en train, je regarde le visage de Lucas, comment tu es en train de lui donner des idées, il écoute religieusement. Là, il veut faire ça. Pour cette saison avec son team manager, s'il ne l'écoute pas. Mais t'en penses quoi du coup de ce transfert? Attends, je finis juste un truc. Maintenant, il faut que Toto Wolff, il nous crée la surprise qui va permettre à Mercedes de dire, nous on est Mercedes, on n'est pas comme le menu fretin. Alors, ils vont prendre Logan. Oui, par exemple, oui. Un sergent, oui, pourquoi pas. Non, je veux dire, il doit viser. Non, mais ça, il doit viser Verstappen, ou il doit viser peut-être Alonso pour la motivation. Verstappen chez Mercedes. Non, mais il faut qu'il ait une pointure. Oui. On va pas l'énerver. Déjà, on l'énerve en parlant de 2025, alors que 2024 n'a pas encore commencé. Moi, je suis d'accord avec lui. Ça, c'est franchement. Je vous rappelle l'histoire du Covid, on l'a rappelé tout à l'heure hors antenne. L'histoire du Covid, la saison n'arrivait pas à démarrer. Elle a démarré en juillet au lieu de démarrer en mars. Et en juillet, il nous parlait de la saison qui allait venir. Même 2022 avec la nouvelle voiture. Profondément énervé. Donc voilà. Mais oui, t'as raison. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Et puis. Et je termine là-dessus. Mais je savais que tu allais me dire je termine là-dessus alors que je veux rebondir avec toi. Mais je termine là-dessus. Il nous reste 2024 à vivre.
Mais justement, Et- voilà, c'est ça. et C'est c'est ça qu'il faut déjà liqué, on s'en fout. de Avec 2024, finalement. Andretti, ils ont accepté les autres de partager le gâteau, les autres écuries. Mais non, il fait ça, il le sait. Ouais. Il le sait. Non, mais Évidemment. est-ce que tu as lu les... Non, tu n'as pas lu. Les arguments de Formula One Management pour dire que Andretti, c'était pas assez bien, pas assez présenté et tout. C'est un scandale. Un scandale. Et quand Mario Andretti, que je connais bien, que j'aime beaucoup, pour plusieurs choses à la fois en F1 et en Formule Indianapolis, dit « je suis dévasté », je me mets à sa place, il est dévasté. Mais c'est toujours la même chose, on l'a dit bien des fois, partager le beefsteak à 10, c'est mieux qu'à 11. On est bien d'accord que c'est ça l'unique raison. Ah oui, non, c'est ça. pas l'unique raison, mais c'est la raison, non, mais à 95%. Ah oui. Et ils ont annoncé que Non. c'était parce qu'il n'y aurait pas de Parce compétitivité. que, non, C'est faux. non, ils annoncent un autre truc qui est plutôt vrai. On vient d'en parler en début d'émission. C'est où est-ce que les circuits maintenant sont souvent prévus pour 10 équipes. Et des équipes Ah, supplémentaires. pour les loger dans les box. Oui. Toi, tu n'as pas connu les préqualifications en Formule 1 où il y avait 35 Silverstone, 40 voitures aux Ouais, pour essais. 26 places. Mais tu sais Il qu'en fallait- moto, c'était pire que ça. Ils Oui, venaient, ils repartaient le samedi. Je hein. sais bien. Mais une F1, c'est plus facile. Une moto, c'est plus facile à loger dans un stand qu'une F1. Donc voilà, il y a ça. Ça, c'est un argument qui se tient. Le reste ne tient pas du tout. J'ai fini, mon cher Donald. Mais non, mais Et non, voilà. mais on n'a Mais pas non. fini. On Mais a non, des mais choses c'est à ça. dire. Je te connais par cœur, Jean-Louis, c'est bon, j'ai fini. Non, mais tu vas voir. Juste je une vais poser chose, je crois que question à c'était Lucas, combien je reviens vers toi. Combien elle a gagné l'action Ferrari le jour de la signature 7%, Oui, 15%, 15%. Au New York Stock Exchange, oui, bien sûr. La signature 15%. d'Hamilton. Et ils Non. ont fait. Finalement. Ce qui montre la personnalité d'Hamilton dans le monde entier. Vous vous souvenez, dans cette émission, j'ai souvent dit, il a amené la Formule 1 où elle n'était pas, Hamilton. Faut se rappeler Comme de ça. Rossi l'a amené pour la MotoGP. Pareil. Comme Schumacher. Mais dans leur personnalité, je vous l'avais dit, je retrouve un peu, c'est pour ça que je préférais Verstappen. Il est plus encore que Rossi. Il est très, très, très marketing, Lewis Hamilton. Mm. Et voilà. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, mon cher Lucas, t'es pilote, mettons, on se met à la place d'Hamilton. T'es déjà sorti dans la presse partout qu'en 2025, t'es chez Ferrari. Comment elle se passe ton année? Toi, en tant que pilote, t'es Hamilton, comment tu le gères et comment tu gères avec tes mécaniciens, tout le staff? C'est improbable. Ouais, je sais pas comment on le gère, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je trouve ça, pour cette actualité-là, je suis pas trop la Formule 1, honnêtement, mais je trouve le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de dire que voilà, on est en 2000, enfin la saison, elle a même pas commencé, qu'on est déjà en train de parler d'une saison future. Ouais, c'est un peu comme à l'image de la vie aujourd'hui, c'est qu'on a un temps d'avance et on vit plus le moment présent. Donc là, je sais même pas comment on peut se concentrer pour une saison complète en sachant que on va pas y rester. Même les mécaniciens, même toute l'équipe, c'est compliqué de créer une relation et de. Enfin, je pense que pour gagner un championnat, que ce soit n'importe quel championnat du monde de voitures, de moto, on a besoin d'avoir une surmotivation. Et c'est ce qui fait les champions et les moins champions. Et là, je vois pas comment on peut avoir une surmotivation en sachant qu'on va se barrer au bout d'un moment, quoi. Mais toi, tu as eu l'inverse. Tu me racontais. Toi, tu as cru débuter une saison Ouais, c'est parti, c'est parti, ouais. Mais... et oui, on te menait en bateau et en fait, il n'y avait pas de guidon. Exactement, là c'était un poil différent. On m'a fait croire qu'il y avait des motos, mais il n'y avait pas de moto, rien n'était fabriqué. Mais Ah oui, ok, d'accord. voilà, j'ai vécu le moment présent, ça c'est sûr, dans tous les cas. Non, mais j'ai du mal à comprendre un peu ce truc-là. Et en moto, c'est pareil, c'est que les saisons elles commencent au mois de février, mars, et un mois après 3 courses, on est déjà en train de spéculer sur tel pilote qui va à tel endroit. Et sauf que c'est très compliqué pour un pilote que pour rester concentré à 200%, de s'imaginer que quelqu'un va peut-être prendre ta place à un certain moment alors que tu n'as même pas eu le temps de prouver quoi que ce soit. Tu as eu une course ou deux pour commencer à t'adapter à la moto et la troisième course, on est déjà en train de te juger. Il suffit que tu fasses un mauvais week-end et toi tu es dans le box, tu vois la SMI et puis tu vois deux ou trois top pilotes qui passent ou managers de pilotes parce qu'au bout d'un moment on connaît qui travaille avec qui et puis tu commences à voir des mecs qui rentrent. Enfin, quel métier au monde fait ça? Tu t'imagines dans La un boulot, télé, un petit peu. La télé, ouais. Ouais, peut-être la télé, mais est-ce qu'on imagine une secrétaire ou quelque chose comme ça et voir en Un fait, peu moins. t'es en train de faire ton brillet, t'as une année et puis t'as ton patron qui te regarde tout le temps au-dessus de ton clavier en train de faire et puis on te dit rien et puis le lendemain en fait tu vois trois autres secrétaires Parfois, les qui passent patrons dans le regardent bureau. leur secrétaire néanmoins. Non. Ah mais c'est compliqué je trouve que à ce niveau-là pour moi il y a un vrai travail à faire pour la gestion mentale des pilotes et que ce soit à n'importe quel niveau et je pense qu'au bout d'un moment on perd certaines facultés et certaines peut-être talents et concentration à un certain moment. Enfin, pour moi je sais que c'est quelque chose de très difficile à gérer. Jean-Louis. Oui, ça montre que la F1, c'est aussi de la communication et beaucoup trop de communication. Voilà. Qu'est-ce qu'il a à gagner, moi? Je pose la question Hamilton, parce que c'est certes le défi. Il veut faire comme Schumacher, il veut battre Schumacher. Il va avoir le 8e titre. Il va se dans préparer. l'équipe Alors, qui a- il va se préparer. Et là, je vais aller un peu contre notre ami présent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils mettent les casques sur la tête, les pilotes, sur la grille de départ, je pense qu'ils ne pensent pas à ce qui va arriver. Oui, mais est-ce qu'il aura le droit de se battre pour le titre Non, face à un c'est Russell? oui, mais ça, c'est après, c'est à la fin.
C'est Ouais. c'est vers la fin. Au milieu, le milieu de la saison. Quand ils démarrent, ils sont vraiment dans le Et show. Moi, je suis pas conscient, je suis pas sûr. Enfin, C'est sûr. pour avoir le casque et être sur la grille, eh ben, au moment de la grille, quand tu sais que tu peux te faire virer ou que tu. Bon, ah oui, Hamilton, c'est un autre niveau. Ils sont à un niveau de popularité, de trucs que c'est le numéro 1. Mais quand tu es dans les 5-6 et que tu joues ta place et que tu es sur la grille de départ, ben justement, tu peux pas y être consacré à 100% et te dire au premier virage, je vais prendre tous les risques. Dans ta tête, tu vas commencer à allumer une certaine lumière qui va te dire attends, prends pas tout le risque parce que si je prends tous les risques que je tombe, ben c'est fini, ma place elle est cuite. Si par contre je freine trop et que je suis 15 sur la grille, en fait, avant le feu rouge, ben, tu penses à tous ces trucs-là. Alors que s'il n'y avait pas toutes ces histoires de médias et de tous ces trucs-là, ben, voilà, tu vivrais la course et dire allez, encore une course et je vais y aller. Mais on le voyait bien, ça, dans les backstage dans Drive to Survive, c'est con, mais ils montraient beaucoup ce genre de truc-là avec Perez, avec Ricardo. Ah bah C'est Perez, vrai il a vécu l'enfer cette année. Gasly, quand il partait chez Red Bull et qu'il savait qu'il a été arrivé, la pression était déjà jugée, c'est fou, quoi. Ouais, c'est vrai. J'allais te demander, Anthony, comment tu vois la place de Charles Leclerc là-dedans? Est-ce que lui, il ne voit pas rentrer? Alors. C'est même pas le loup, là, c'est un monstre aux plantes. C'est la deuxième question que je voulais poser à Jean-Louis, donc tu me la poses, je suis content parce que, si tu veux, quel est le message qu'on lui envoie? Eh ben, très difficile. Tu fais venir un multiple champion du monde alors que tu as fait ta stratégie, Charles Leclerc, pour aller gagner le titre pour Ferrari. Bon. Quoi on l'a débarrassé de Sainz qui a mais fait ça veut dire qu'il passe le pilote 2. Septuple champion du monde. Et alors, un garçon vieillissant. Attends, je suis désolé. Donc tu te payes un ambassadeur en fait, Mais, en ayant Hamilton. Qu'est-ce qui t'embête le plus dans cette saison, Lucas, à 35 ans? C'est d'avoir à te coltiner des gamins de 18 ans ou, comme le disait Jules Cluzel ou toi aussi, c'est un peu plus compliqué. On prend moins de risques quand on est un peu plus âgé que quand on a 18 ans. Ouais, bien sûr. Donc Leclerc, normalement, Ouais, normalement, mais il s'est quand même fait l'ancien un peu... Hamilton, qui aura 40 ans. Alors, en voiture, on vieillit moins vite qu'en moto. Oui, il ça, aura c'est sûr. 40 ans tout de même. 40 ans. C'est Et vrai. puis s'il le bat, ben, c'est le meilleur. C'est tout. Et Moi, c'est- je pense c'est que comme Charles ça. Leclerc a tout à gagner, Jean-Louis, dans cette Ah bah, compétition. mais je suis quoi d'accord avec toi. Avant de conclure là-dessus, t'en penses quoi, toi En plus de la stimulation entre les deux. C'est sûr qu'il y en a un qui va pousser l'autre et l'autre qui va pousser Et l'un. ce sont les Ça, deux c'est poulains sûr. de Fred Vasseur. Et ce sont les deux. Mais oui. Oui, parce Bah, que c'est ça, Fred le Vasseur lien, était hein. très ami avec Hamilton quand il l'a formé en GP2, Ouais. qui est devenu la Formule 2. Mais Incroyable. il savait très bien qu'il le formait pour McLaren à cette époque-là. Magnifique. Merci pour cette page passionnante. On en parlera 2 heures. Hein. Ouais, on pourra en parler 2 heures concrètement. Rémi, tu nous as ramené des images de rétromobile. Oui. Bah alors Mais pas des De images l'automobile. qu'on s'attendait, auxquelles on Ah. s'attendait. Alors, vous connaissez mon consultant Philippe Monneret, qui va commenter la course de Lucas Et Mayas, qui est venu là. qui est déjà venu. Et il a eu une idée, je présume que ça doit être avec son épouse Aude et sa fille. Et ils ont fait un défilé de mode, parce que c'est la première fois qu'il y avait des motos à C'est ce que j'allais rétromobile. dire, c'est ça, surtout Ouais. la vraie idée. Regardez. Et des belles collections de rétro, Là, c'est néo-rétro de la chez fille de Yamaha, qui est Philippe. incroyable. Elle tourne très bien. Hein. C'est vrai que c'était Ça, cool c'est dans d'avoir le pavillon ça. 2, c'est ça? Ça, c'est Valérie Le Mercier. Ouais. Bien sûr. Et ça, c'est une Oui. vieille moto. Non, c'est une bonne idée, les mannequins bien entendu, une bonne idée de faire venir les motos. Ouais. Il y avait qui? Il y avait BMW, il y avait Yamaha, Il y avait Harley Davidson, il y avait 6 marques. il y avait une C'est Diane. marrant. 6 marques moto. Et on en Ryan retrouvait un Field. peu. Ouais, Ryan Field aussi, exactement. On en retrouvait un peu dans tous les halls. Ah bah Et voilà. là, évidemment, il fait le pitre à la fin, hein, Avec les policiers. emmené par les gendarmes. Les gendarmes, pardon, les gendarmes. Enfin, Des gendarmes, oulala, il y en a qui leur a fait la réflexion. Attention, sur Tu nous as pas ramené une voiture, une moto de là-bas, toi? Yamaha, ils t'ont pas laissé une moto? Les Les voitures, j'en ai vu. Et il y avait même toutes les voitures, non, beaucoup de voitures de Sébastien Loeb, Ah bon? qui a fêté ses 50 ans, comme tu le sais. Et donc, pour ses 50 ans, la FFSA lui a fait un stand, Il y a- carrément. il y avait une Bugatti absolument formidable. Il y avait une Hispano Suiza à rêver. Il y avait une Ferrari 250 GTO 64, état concours, et une GTO 62, blanche, absolument magnifique. Voilà, c'est les voitures que j'ai repérées. Et la voiture Et- victorieuse des 24 heures du Mans. Et puis la voiture victorieuse des 24 heures du Mans. Et t'as rien acheté? Là, ça, c'est hors de- Ah, je suis c'est très hors de déçu, mes très prix. Tu sais ce que je vous ai ramené? Ah, 5 ou 6 numéros de téléphone, parce que j'ai pensé à Racing Stream. bravo. Et notamment, je me suis dit, il y avait les frères Marot. Ah oui, La j'ai fameuse vu- 4L. j'ai leur 4L, oui. Ça serait énorme, ils ont fait le premier Dakar. Il y avait les vainqueurs du premier Dakar, il y avait Cyril Neveu et les frères Marot en même temps. Et puis, je crois qu'il y avait la Porsche du Dakar de René Metz et celle du Johnny Hallyday. Il y avait celle de la Johnny Mitsu, Hallyday. Et l'Audi.
C'est pas incroyable incroyable, le je monde trouve, qu'il y a parce que du Dakar, alors ouais. c'était infernal samedi et dimanche, tellement il y avait de monde, mais Ah ouais même les jours ouvrables où les gens sont supposés travailler. Alors c'est vrai que la clientèle est un petit peu plus âgée, il s'agit de rétro-mobiles, mais j'étais étonné par le succès populaire. Ouais, mais il y avait des jeunes aussi, moi j'ai été. Ouais, mais une fois qu'ils sont allés à la poste, après, ils ont le temps. Hein. Ouais. Oh, Ah, voilà, bravo. On va se faire striker. elle était bien. Elle était bien, celle-là. Bon, bref, tout de suite, la page moto, c'est parti. Mon cher Anthony, tu étais à l'Enduropal, donc Ah oui. l'ancien Enduro du Touquet qui a changé de nom. Toujours aussi mythique cette course. Ah. Tu as travaillé là-bas, je crois que tu as couvert pour les insiders un petit peu, c'est ça? Exactement, pour faire découvrir un peu cette 48e édition, née en 75, créée par Thierry Sabine. Il a quand même de bonnes idées, il avait de bonnes idées avec le Dakar et donc l'Enduropal. C'était un succès populaire, 1200 motos, même 1300 au départ de l'Enduropal, c'est dingue. Et il y avait le fils d'un certain Serge Nuc. Ça va parler, je pense, à Lucas. Qui a fini 11e. Oui, exactement. En revanche, Ah. nous avec Lucas, on l'a regardé à la télévision. Oui. Est-ce que pour mettre en valeur l'Enduropal, c'était la bonne édition? Pourquoi? Moi j'ai vu un mec qui roulait 3 fois plus vite que les autres. On discutait avec Lucas en venant. C'était impressionnant la différence. C'était impressionnant. L'anglais, il survolait. Et en fait, il a mené, à part le all shot, il a mené quasiment de bout en bout. Et à part une toute petite chute à la fin dans le dernier tour. Alors, il y en a eu d'autres qui étaient beaucoup plus intéressants. Alors, je suis d'accord, mais alors pourquoi? Parce que je vais m'expliquer. Oui, monsieur Tissier. En fait, c'est Todd Kellett qui a gagné pour la 2e fois consécutive. Incroyable ce teaser là pour l'Enduropal, mais c'est très impressionnant le départ. Hein. Avec les 2 vagues et tout, c'est vraiment fort. En fait, déjà, son adversaire principal et équipier chez Yamaha n'était pas là malheureusement, il s'est blessé, Milko Potisek. C'est vrai. Donc ça enlève quelqu'un. Cyril Genot, qui était le leader du classement de championnat de France des sables et qui a gagné d'ailleurs le titre, était blessé aussi. Il a tout fait pour participer à cette épreuve et il va être opéré là mercredi. Donc il a serré les dents, il a terminé 2e. C'est vrai qu'il y avait un petit peu moins de concurrence que par le passé. Todd Kellett, de toute façon, c'est vraiment l'homme à battre. Et je crois que Lucas, d'ailleurs, t'a roulé face à lui dans le championnat de France des sables. Ouais. Oui, après, moi, j'habite dans le sud-ouest de la France, donc c'est quand même un peu l'endroit pour s'entraîner entre une plage, le nord et le sud. Donc tout le monde s'entraîne un petit peu dans le sable. Donc moi, j'ai fait un petit peu quelques courses et j'aime bien aller m'entraîner l'hiver avec. Donc un peu tous les spots un petit peu privés et secrets qui traînent dans le sud-ouest. Donc effectivement, il y a tous les teams officiels qui viennent rouler. Et ouais, Todd. Tu l'as fait l'Enduropal? Non, j'ai pas fait. Et tu veux le faire, tu m'as dit. Ouais, que tu cette veux année, le faire. j'étais prévu que je le fasse, mais vu que mon contrat en vitesse, je devais faire que de l'endurance, et du coup, commencer en avril, j'avais le temps, mais bon, voilà. D'accord. Tu le feras. Priorité à la vitesse, et voilà. Évidemment, on le sait, l'Enduropal, c'est une énorme ligne droite, un énorme départ, comme tu le disais, et une sorte de tradition. C'est pas une sorte, c'est la tradition, c'est le all shot. Ah oui. C'est ce départ, gaz en grand, couché sur la bécane. Pendant, mais je sais pas combien de temps. Enfin, C'est monstrueux. énorme. Les bécanes, elles prennent 170. Tu vas jusqu'à Stella Plage, quoi. C'est incroyable. Et Et du coup, tu as pu interviewer Alors, Axel. attends, parce Vas-y, que- je te laisse faire. Non, alors, pas que je te laisse faire. C'est que le all shot, finalement, c'est quand même quelque chose de mythique. Et c'est un jeune, c'est Matteo Mio qui a réussi à le faire, ce all shot, juste devant un pilote paraplégique. Incroyable. Ça, c'est dingue. Qui est parmi les valides. C'était son objectif. L'objectif de Axel Alitru, c'est comme ça qu'il s'appelle, avec cette moto Yamaha. Il voulait absolument retrouver des sensations et être le premier à symboliquement passer ce virage. Sur le Il a shot. failli y arriver. Il a fini 2e. Incroyable. C'était un pilote qui était, tu m'as dit, qui était en MX1. Il a eu un accident, qui est devenu paraplégique. Grosse revanche. Mais à l'instar de Stéphane Paulus, qu'il a fait aussi en quad après son accident. C'est des vraies revanches. C'est tellement incroyable cette course. On a fait une interview. Tu as pu l'interviewer. On regarde ça. On revient juste après. Axel, là, on est un peu plus posé. T'as fait un truc de fou, en fait. Tu t'en rends compte de ça? En fait, c'est pas un projet que j'ai monté comme ça à la légère. Je suis allé voir il y a quelques années le convoi, comment ça se passait. Je suis allé voir si c'était possible pour moi de pouvoir faire le départ. Et j'ai vu que c'était possible. Après, à partir de là, je me suis dit, cette partie-là, c'est OK. Maintenant, je vais faire la partie moto. Donc, on a développé une moto pour que je puisse rouler malgré le handicap. On a fait des tests. On a abaissé la moto de centre de gravité. Enfin, on a fait plein de choses. Et aujourd'hui, quand j'étais sur la grille, je me suis dit, il faut que je parte à fond. Et j'avais repéré des lignes qui étaient un peu de sable, qui étaient un peu plus dures, un peu plus sur la droite de la plage. Et donc j'ai réussi à me faufiler un peu à droite et rester à fond. Et j'ai remonté les concurrents un à un jusqu'à pouvoir arriver 2e au premier virage. Donc c'était, ouais, c'est ouf.
Et la sensation au guidon, est-ce que tu t'es senti un peu, je sais pas, tétanisé, j'en sais rien, parce que c'est long cette grande ligne droite pour arriver à la plage. J'avais plus de bras. Moi, normalement, une moto, ça se tient avec les bras et les jambes. Moi, j'ai plus de jambes. Il n'y a que les bras. Et le vent de pleine face à 170 km/h, bah, mes mains lâchaient de plus en plus, elles tétanisaient. Et donc, je comptais les secondes, je me disais, mais punaise, on arrive quand à Stella? Et j'étais là, 15, allez, tu lâches rien. Là, c'est au mental, on y va au mental. On n'a pas le choix, on y va au mental. Et donc là, je tenais au mental et je suis arrivé au bout. J'ai pris le virage et je me suis écroulé après, tellement que je savais plus parler. Respect, c'était Axel. dingue. Génial, c'est génial. Quelle belle histoire. Franchement, c'est. Parmi les valides, quoi. Ouais. Et c'était vraiment son objectif. Il y avait de l'émotion. Enfin, c'était fort, quoi. Ok, il a fait une ligne droite et un virage. Parce que c'est pas possible. Après, le truc, c'est de l'épuisement. On le voit à la fin de la course. Il y a les pilotes, des amateurs plus, ils sont arrêtés, ils récupèrent, et pendant que les mecs, ils passent gaz Bien en grand. sûr. Tellement Et c'est éprouvant. Il faut que tu évites les gens aussi. Tu évites ceux qui sont tombés, donc il faut que tu te serves de tes jambes. Axel, il a réussi quand même à passer le contrôle, si tu veux, pour pouvoir s'engager. Il fallait qu'il relève sa moto. Et il a pu le faire parce qu'il est paraplégique incomplet, comme on dit. D'accord. Et donc, il a quand même eu cette opportunité-là. Et il s'est battu comme un lion pour arriver sur la première ligne, juste avant le départ, en fait. Génial. Et voilà, il y est arrivé, donc bravo. Des belles histoires, en tout cas, Lucas, quand on voit les pilotes. Je crois que la moto, quand tu l'as au fond de toi, ça reste à vie. Et tant que tu peux te mettre des défis et faire ce genre d'exploit, comme l'a fait Steph aussi, c'est hyper impressionnant. Non, moi, je suis toujours surpris de voir tous ces pilotes qui sont blessés et handicapés et qui reviennent. Et moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, je pourrais jamais faire le quart de ça. Mais voilà, je pense que j'ai pas envie que ça m'arrive. Hein, je touche du bois, je veux même pas y penser. Mais je pense que c'est que quand on est confronté à ça qu'on arrive à. Mais je suis impressionné de voir ces choses-là parce que, ouais, pour moi, je pense que ça serait. J'ai l'impression que si jamais ça m'arrivait, que ça serait la fin de ma vie, que ça serait terminé. Et quand je vois ces mecs-là qui à chaque fois rebondissent, reviennent faire autre chose. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Magnifique. 48e édition, toujours aussi populaire. C'est la ferveur là-bas. C'était dingue. Attends, sur 4 jours, on attend 600 000 personnes. Quand même. Non, mais au Touquet, ils sont quoi, 4 000, 5 000? Je sais pas. Ça dépend si Manu est là. C'est Jacques Boll qui m'avait dit ça à l'époque. Devant le Tour de France, sur une journée, c'est l'épreuve en France, tout sport confondu, gratuite, qui attire le plus de spectateurs. Oui, tout est gratuit. Qui a gagné cette édition? Eh bien, alors, Todd Kellett a gagné. 11e victoire Yamaha en 12 éditions, les 12 dernières. C'est quasiment que du Yamaha. 22 victoires sur 48 éditions. Bon, je crois qu'on peut Il n'y dire avait que qu'on a lui vu pour bleu. gagner, parce que derrière, il n'y avait que des Honda. Les Honda étaient juste derrière, toutes derrière. Je vais dire sûrement une énorme connerie, mais il n'y a plus de 2 temps aujourd'hui, c'est que du 4 temps. Il y en a quelques-unes, tu rigoles. Ah ouais, il y en a quelques-unes, c'est assez dingue. Moi, j'ai halluciné. Je pensais qu'ils étaient tous en 4 temps. Il y a une catégorie, la CFS2. En fait, il y a 2 catégories. Il y a une catégorie pour les 2 temps. Mais ils sont tellement nombreux, ils sont quasiment 1300. C'est un truc de fou. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je vais te dire, j'ai une question à te poser. Oui. En attendant Lucas Mayas qui va le faire, où sont les Français? J'ai regardé pendant 3h30, où sont les Français? J'ai vu les Françaises, mais deuxième, troisième, mais où sont les Français? Ils sont pas loin, mais ils ont un peu... Matteo Mio, il était en tête avant, dans le trafic, de se faire un peu gêner. Il nous a malheureusement fait une petite cascade. Il est tombé, il a perdu beaucoup de temps. La moto ensuite avait des ratés. Il termine 9. Il a fait le all shot, donc ils sont là. Jérémy Auquier, le fils du directeur de course, était là aussi. Bon, moi, j'ai vu un Anglais, un Belge et des Néerlandais. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, attends, je rebondis. Brian Bogers a roulé dans le championnat de France des sables. Il fait du MX. Terminé 4e. Ouais. C'est quand même dingue, non? J'ai une question technique. Quel est l'intérêt d'un 2 temps? Alors, le bruit. Moi, cette année, j'ai fait les 2 premières courses avec un 2 temps parce que l'année dernière, avec les 4 temps, en fait, j'ai eu 2 problèmes mécaniques et du coup, déjà, ça coûte plus cher, un moteur 4 temps. Et je me suis dit, je vais prendre une 2,5 2 temps pour avoir une moto un peu plus légère, un peu plus facile. Et au final, c'était plus compliqué qu'autre chose. J'ai aussi cassé avec le 2 temps. C'est vrai. Ouais. Et en fait, le problème qu'il y avait à mon niveau dans le sable, en fait, le problème de la 2,5 2 temps, c'est que la moto, du coup, était trop légère pour le sable. Et du coup, avait tendance, dès qu'il faut freiner avec les petites bosses, à tout le temps être en train de louvoyer. Ça, c'était un petit peu compliqué. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans le 2 temps, c'est le fait de ne pas avoir de frein moteur. Parce que dans le sable, dès que tu coupes les gaz, tu as tendance à planter la roue avant. Et le fait de ne pas avoir de frein moteur, c'était un avantage. Certains trouvent que c'est un inconvénient. Et après, il manque quand même un petit peu de puissance dans la 2,5 2 temps par rapport à une 454 temps. Ça te sert pour la piste de rouler dans le sable ou pas? Moi, je pars du principe que depuis toujours dans ma carrière, c'est pour ça que j'ai fait toutes les disciplines et que je fais toutes les disciplines, j'ai toujours matérialisé ça par
une caisse à outils, en fait. Hmm. J'ai une caisse à outils, et pour ceux qui font un peu de mécanique, je sais pas si vous en faites ici, mais Je sais changer des plaquettes, parfois. bon, quand on fait de la vraie Maximum. mécanique, en fait, on a toujours Voilà, merci. besoin. On a toujours besoin à un certain moment d'un outil spécial, je parle pour la moto, d'un rayon qu'on a meulé au bout, qui est en pointe, qu'on a tordu, qui va nous aider à sortir le petit clip qui est caché à un endroit. On a toujours besoin de ce truc-là. Moi, j'ai fait de la mécanique moto avant, et j'ai toujours eu dans ma caisse à outils un certain outil que j'ai fabriqué, un truc un peu bizarre, D'accord. biscornu, voilà. Et j'ai toujours estimé que peu importe ce que je faisais comme discipline, peut-être que je faisais un jour du motocross sous la pluie, sur un parking, sur du bitume, et que tout le monde m'a regardé en me disant ça sert absolument à rien ce que tu fais, mais j'en ai fait pendant 1 heure, et j'estimais qu'une fois que j'avais fini, c'était un outil que je mettais en plus dans ma caisse à outils, et que peut-être que dans ma carrière, une fois j'allais avoir besoin de le sortir à 200 km/h, perdre la roue arrière, et ben j'avais cette caisse à outils, j'avais cet outil-là, comme dans la mécanique, cet outil qu'on n'utilise qu'une fois dans sa vie, et peut-être qu'on l'a fabriqué. T'es content de l'avoir, oui. Mais t'es content de l'avoir. Le jour où t'es mécanicien et que t'as vraiment le clip à sortir et que tu vas le chercher, ce truc-là, t'es content de l'avoir. C'est une belle Là, image. pour moi, c'est la même chose avec la moto. C'est beau. Non, mais belle C'est image. pour ça que tu es aussi polyvalent. On te compare souvent, non pas à Charpentier ou à Forêt, mais à Stéphane Chambon. Ouais, et puis il y a ça, et il y a aussi l'aspect passion de la moto. Je suis ouvert à tout et j'aime vraiment tout dans la moto. Tu m'as dit tout à l'heure, à 4 ans, j'attendais quand mon père rentrait, voir les motos, puis voir le motojournal et regarder les courses à la télé. Ouais, mais mon père roulait en moto, et c'était à l'époque, ça fait quand même pas mal d'années, et où ça roulait en sportif sur la route. Bien et sûr, où avec des mini-plaques. Voilà, exactement. Voilà, ok, on voit. Où ça se retrouvait le samedi à 14h pour aller faire une balade sur la route et rentrer à 18h pour aller boire des coups à la maison. Et moi, quand les motos arrivaient à 18h, je prenais mon vélo et j'allais me mettre au bord de la route juste pour voir les motos revenir, en fait. Et après, de 18h à 23h jusqu'à ce qu'ils finissent ce qu'ils avaient à faire, moi, j'étais dehors à nettoyer toutes les motos, quoi, analyser toutes les motos. Eux, ils étaient contents, les motos étaient propres, et moi, j'étais heureux parce que je pouvais toucher ces motos-là. Et donc, ça a continué dans ma vie entière tout le long, à toujours avoir besoin de voir ces motos-là. Et même encore aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai et le temps, ça m'arrive encore plein de fois de me mettre au bord de la piste, et même des amateurs, et de juste m'asseoir et regarder les motos passer. C'est un vrai besoin que j'ai, quoi. C'est quelque chose que j'aime, la comprends, moto, et voilà. Je comprends. Bien sûr que J'ai tu besoin de ce comprends, parce que truc-là. comme Stéphane Pelus ou toi, tu as fait du stunt au début. Ouais, Arrête. j'ai commencé par ça. Ah, je savais que ça allait te plaire. Bah oui, Et là- évidemment. Chez qui? Où? Alors, j'ai Quand? commencé, Avec non, qui? non, moi j'ai commencé le stunt à l'époque où on avait 14 ans, on faisait du scooter, on avait les 50, et voilà, on aimait ça. Et ça se faisait encore à cette époque-là peu. C'était Ouais, beaucoup les ouais. Américains qui faisaient ça, et on regardait les Genre vidéos. l'époque Las Vegas Extreme, Ouais, tout ça. voilà, on Ok, regardait ouais, les cassettes à période. mort, et on regardait ce truc-là. Moto quoi. et motard. Voilà, on était un groupe, un petit groupe, on était une dizaine, et on faisait ça. C'était un moyen de se challenger sur les parkings, un truc qui coûtait pas cher et qui était bien, et qui, moi, m'a appris toutes les bases de la moto, toutes les bases de l'équilibre, et qui aujourd'hui me permet de De faire des stoppies en fond de faire, cinq, voilà, quoi. de faire D'accord, des longs ouais. stoppies. On mettait des bouts de peinture sur la route. Ah, mais c'est pour ça que sur ton Insta, j'ai vu des stoppies. Je me dis, Ouais, tiens, ouais. c'est rare comme des pilotes qui font des stoppies. Ok. Ah, j'ai toujours aimé ça. Toprak. J'ai toujours aimé ça. Ouais. Qui en fait? Ah ouais? Bah oui. Ouais, mais Toprak, mais qui, du coup, son père était un cascadeur à l'époque, donc c'est Très assez, connu, hein. c'est assez similaire en fait. C'est assez Farias, son Ouais, père. qui s'est tué, Ouais, pas loin, malheureusement. pas loin, pas loin. Mais ce qui m'a marqué aussi quand j'ai préparé l'émission avec ton copain Loïc Arbel, là, qui est souvent avec toi, c'est que, en fait, aussi, tu sais tout faire. Et c'est ce qu'on reprochait à certains pilotes, je ne les citerai pas en Grand Prix ou au Mondial Supersport. Tu es mécanicien moto, mais vraiment, totalement, c'est ton métier. Donc, tu sais tout réparer, tu comprends tout. Et ça, je pense que c'est un Ça, c'est une avantage force. supplémentaire. C'est monstrueux. Ouais. Ouais, pour moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui que quand on forme des jeunes, on leur apprenne pas la base de changer une roue, d'ouvrir un moteur et de comprendre un minimum comment ça fonctionne. Et quand j'ai eu dans ma carrière certains coéquipiers d'endurance, quoi que ce soit, qui sont incapables d'analyser un bruit et que toi tu remontes derrière la moto et qu'au bout du sortie des stands, tu as déjà compris que la boîte est cassée ou que. Ouais, je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait besoin de former les jeunes un petit peu à la mécanique pour au moins comprendre les bases. Et pour moi, c'était. Avant de faire de la course, c'était le seul moyen de toucher la moto. Encore une fois, comme je disais, j'avais 10 ans et je nettoyais les motos. Et quand j'ai eu 14 ans ou que j'ai pu quitter l'école et faire autre chose, c'était encore un moyen de toucher les motos, de faire de la moto. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez noble, la mécanique. quoi. Oui, absolument, la mécanique. Johnny Reeve, qui vient de sortir un livre très intéressant sur sa carrière, parle de Beltoise. Il a commencé en mécanicien, mais aussi de Graham Hill. Graham Hill, il a commencé 2 fois champion du monde de Formule 1, malgré tout. Il a commencé sa carrière comme mécano. Chez Lotus? Oui, tu apprends des choses, non mais Cyril avant, Després tu aussi, je pense. Hein. Pardon. Ah bah oui, il Cyril était Després. chez Challenge 75, Oui, oui. Cyril Després. Oui, t'apprends Chez des KTM, choses, il y a- à Parmentier. Et il y a un instinct du mécanicien que les autres n'ont pas. Tu s'installes dans la voiture, il se passe un truc,
C'est passé quoi? Non, mécanicien, il comprend. En rallye. Peut-être que même avant, Ouais. il entend déjà des bruits Ouais, bien sûr. différents. Et ça, c'est important. Et aussi, ça permet aussi d'avoir un certain respect aussi envers tes mécaniciens. Parce que tu sais ce que c'est, tu sais Oui, ce que c'est de rester jusqu'à 23h ou minuit pour remonter une moto que t'as broyée. Ouais. Et ça donne Oui, aussi exactement. un peu ce truc-là de dire que, voilà, plutôt que de dire, ah bah c'est ton boulot et vas-y. Est-ce que tu penses qu'en 2023, il y a eu des pilotes qui n'ont pas respecté leurs mécaniciens? J'en sais rien. Non, on ne dira rien. On verra rien. Rien. On reste sur un mix de news et d'interviews. Je trouve ça très intéressant comme vous gérez ça, les gars. Oh là. GG. Alors, on va parler du Superbike, Supersport, justement. Ça te concerne. Les retours, Rémi, après les essais de Jerez et de Portimao, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bien, on peut en déduire que Scott Redding avait déclaré 15 jours avant ses essais que ça serait bien de ne pas oublier Boulega, contre lequel tu as roulé 5 fois la dernière en mondial, qui est champion du monde super sport pour le titre Superbike. Généralement, ça arrive jamais. Hein. Tous les pilotes qui sont montés, je ne sais pas pour quelle raison, on n'a jamais vu un pilote vrai. venant du super sport. Généralement, il faut un an, ils redescendent, même des pilotes très très doués. Et là, pour la première fois, je crois, il était très 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 fort en fait. Je pense qu'on s'est trompé les dernières, Lucas, sur la valeur de Boulega. On pensait que c'était surtout la Ducati. Et si c'était lui, Mais qui venait de la il est fort, VR46, Henri, qui a eu des problèmes familiaux et qui l'a rebondi totalement. Et si c'était lui? Ouais, Et- alors après, je vais pas aller non plus que dans ton sens. Faut pas oublier qu'il est quand même dans le giron Ducati. Ducati aujourd'hui gagne tout. Ils ont quand même les meilleures motos. Ils ont quand même le matériel qui fait que l'environnement est quand même fait pour que ça fonctionne. Ils l'ont fait rouler l'année dernière sur la 600, 2 ans sur la 600, qui est entre guillemets une mini Superbike aussi quand même. Et surtout dans l'année, il a fait au moins 5 ou 6 tests sur la vraie Superbike. Donc déjà, il a quand même un certain temps d'avance. Donc ils ont pu déjà travailler cet hiver pour lui préparer une moto qui lui convenait. Il n'est pas arrivé à Jerez et à Portimao première fois sur la moto. Il a déjà fait un paquet de kilomètres sur la Superbike. Donc déjà, ça lui donne un sacré avantage. Après, on peut pas sortir le talent du pilote, c'est sûr. Il fait quand même quelque chose de bien. Mais il faut pas oublier que quand tu dis qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont montés du 600 et qui sont redescendus, souvent les pilotes 600 rentrent dans des teams un peu en carton, en Ça, bois. c'est vrai. Ouais. Et on leur donne pas la chance parce qu'on est encore une fois dans une génération où on prend, on regarde 3 courses et on jette et on en trouve d'autres. Donc voilà, là je pense qu'il est vraiment dans le bon truc au bon endroit. Et on a vu Mais- Lowe's, justement. mais- je mais te juste- coupe, on a vu Lowe's, du coup. Ouais. Il y avait quoi par rapport à lui? Loves, Lowe's, là. il y a les deux Loves maintenant. Il y a celui de Kawasaki qui Ah va oui, c'est être pour le ça. leader parce que je pense que Bassani, c'est une erreur de casting d'après ce que Ah ouais on dit certains chez Kawasaki aujourd'hui. Bah oui, a priori, il faudra enquêter. Il faudrait savoir pourquoi Pereira a pas voulu travailler comme c'était prévu avec Bassani. Et du coup, il est parti avec Loves. Alors qu'avant, il était avec Jonathan Ray. C'est bizarre, ça. Bassani, il a fait du mondial super sport, il a jamais marqué un point. Il est passé en superbike sur une Ducati dans une belle équipe avec une moto qui, je vais pas dire qu'il se pilote toute seule, mais voilà, pour avoir roulé avec lui quand moi j'étais sur la Kawasaki et lui sur la Ducati, on avait l'impression de pas faire la même chose et de pas être dans la même catégorie. Et sauf que lui, ce qu'il rêve dans sa tête, c'est pas gagner des courses. Ce qu'il rêve dans sa tête, c'est d'être pilote officiel d'une marque, d'avoir des belles vêtements, d'avoir un beau salaire et d'avoir des lunettes qui brillent. Et là, voilà, il a réussi. Il a eu son contrat, il a tout qui brille, il a des beaux vêtements et des belles lunettes. Mais je pense que, à mon avis, ça va lui faire très très drôle. Ah bah oui, cette année. ça va être. Voilà. Je vais pas vous dire ça va être la catastrophe, hein, Kawasaki. Parce cette qu'un année. un Réa, il y en a qu'un. Il y en a qu'un qui est capable Ah de oui. rouler comme ça sur la Kawasaki. Et pour avoir roulé Même Lowe's, ces 2 hein. dernières années et regarder les datas et avoir essayé de faire tout au millimètre près de ce qu'il faisait, il y en a qu'un. D'accord. C'est vrai il te respectait parce que sur une course en Angleterre où il se mettait à pleuvoir, sur l'image, sur la grille, on le voit venir te demander ce que tu as choisi toi comme pneu, tu te souviens? Oui, parce que je pense qu'il sait quand même que j'ai un peu d'expérience avec l'endurance. À ce moment-là, ils avaient peu roulé avec les pneus intermédiaires que moi je connaissais bien et donc il est venu me voir. Il me respecte, mais par contre, on s'est aussi embrouillé un petit peu. Pourtant, il te laissait prendre sa roue. Et... Non, justement, on s'est il embrouillé a à pas cause voulu de ça. après. Et Parce qu'on le voyait plusieurs fois, effectivement, prendre sa roue aux essais. et voilà, et c'est quelqu'un que tout le monde respecte et que tout le monde, quand il dit quelque chose, se baisse devant lui. Et moi, j'ai pas du tout réagi comme ça parce que justement, je lui prenais sa roue, sauf que moi, j'étais 15e avec une moto qui avait rien à voir avec lui. Et 2-3 fois, il m'a fait signe qu'il voulait pas. Et il a coupé, alors que pour moi c'était complètement, j'arrivais pas à comprendre en fait son attitude. Et le soir on mangeait à la même hospitality, il est venu pour me serrer la main, je lui ai pas serré la main. et il a pas compris parce que il fait partie de ces gens-là que tout le monde aujourd'hui, on est dans cette génération où par devant on sourit et par derrière on fait ce qu'il faut. Et sauf que moi je marche pas Mais comme c'est ça. très bien Ah ton oui. attitude, c'est ce Mais qu'on oui. disait en venant là en ce moment.
Qu'est-ce qui manque à la MotoGP? Des personnalités. Et ils se battent plus. Il était là, ça montait à Jerez, bing, allez, Rossi avec Biaggi et avec Gilberno et avec Stoner qui arrivait dans le box qui disait mais ton ambition a dépassé ton talent. Voilà, il n'y a plus rien, ils sont là. Alors, Canal, c'est très bien ce qu'ils ont fait. On a un débrief où on les voit les trois. C'est super. Est-ce que vous avez vu une fois quelque chose d'intéressant là-dedans? Jamais. Il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus rien. Ouais, mais après, essaye de me doubler, tu vas voir comment ça va se passer. Oui. Ben voilà. Après, c'est aussi les règlements qui font ça. Aujourd'hui, tu fais un doigt, tu fais un truc, tu prends 3000 balles C'est sûr, d'amende. les temps ont changé. Est-ce que tu penses qu'avec ton caractère, toi qui es né le 14 avril, si ça te chauffe vraiment, que tu vas pas que le vrai Lucas Mayas va pas ressortir? Ah si, mais tout le temps. Mais c'est pour ça que je prends des amendes et que après chaque séance, je suis toujours convoqué à la direction de course. Mort de Christophe a rire. une, Voilà. une- Tant mieux. une C'est caisse ça. pour ça. Ne change pas. Le truc que j'aime pas beaucoup, c'est tu es dans la spi et il coupe. Ça, franchement. Eh ouais, non. Oui, mais d'un autre Personne- côté, à l'inverse, personne- c'est agaçant d'avoir quelqu'un qui suce ta roue. Hein. Non, mais Bon, quand bah, t'es- en quand même t'es quand t'es 5 fois T'es champion dans du la monde, spi. que tu sais que le mec il a un truc qui fonctionne pas, que t'es dans la même marque, que t'es dans la même C'est marque. ça, c'est Et ça. si t'es un petit peu intelligent, tu dis automatiquement, lui, il est capable de faire un tour derrière moi et de faire 2 places derrière moi et gêner au moins en début de course, même si on était vraiment à des années-lumière. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, mais après, il est venu discuter avec moi. Il m'a dit, est-ce qu'on peut discuter derrière? Parce qu'il était surpris de mon attitude. Et je lui ai dit non, voilà. Il a voulu me dire que lui, il comprenait pas. Et moi, je lui ai dit 10 fois que pour moi, son attitude, c'est moi qui la comprenais pas. Que si j'étais à sa place, j'aurais jamais fait ce truc-là. Mais on s'est expliqué, voilà, il n'y a pas eu de discussion. Je veux me dire qu'il n'y a pas d'aspiration en moto. Alors, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, si, il y a Dans, complètement. aussi. la course automobile, C'est très important Ah, l'aspiration. bien sûr. À Philippe Island, Olivier Jacques est devenu champion du monde grâce à l'aspiration. Alors, oui, alors, donc il n'y a pas de raison de couper. Ça, Voilà. ça c'est Mais sachez, je c'est pense- un scandale, ça. Peut-être que tu vas me donner ton avis. Je pense que pour s'être comporté comme ça et pour d'autres raisons, je pense que Tom Sykes n'a pas été champion du monde parce qu'il s'est très très mal comporté avec un gamin débutant qui s'appelait Loris Baz, qu'il a été infect avec lui, alors qu'il n'y avait pas encore trop de danger cette première année-là. Et Loris, j'ai eu la chance de commenter cette course, cette finale, c'était le titre pour Gatoli. Il était dans la même marque, il s'en pas est bien coupé. souvenu et Ouais. voilà. C'est parce que Sykes, je pense que Sykes était pire que Jonathan Ray. Ouais. Et t'étais à Portimao ce week-end? Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Très bien, on a eu une première journée qui s'est bien passée. Après, on a passé des moteurs de course où c'est un petit peu plus compliqué. On a eu un peu de mal à mettre tout en bout à bout. Mais on a vraiment une bonne base de travail. Et je pense que voilà, on a tous été surpris. On a tous été surpris des premiers chronos Ah à ouais Portimao, ouais, même moi. Et, En bien, voilà. j'espère. Hein? En bien. Non, pas du tout. Ah. Non, on a vraiment été bien surpris. Et je pense qu'on a une bonne base. Maintenant, il va falloir travailler. Comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, l'Australie, c'est toujours un week-end un peu particulier. Donc, il faudra faire les comptes une fois qu'on reviendra en Europe. Et... Bien Portimao pour les essais. Ouais. Tu vois beaucoup de choses. Ouais, Ouais, une belle d'accord, piste. bon, c'est bien. C'est vraiment un truc Ouais. particulier. Non. C'est pas un circuit plat. Je le disais en auto, donc je voulais savoir si en moto on dit la même chose. Il plaît à tout le monde, j'ai l'impression, à Portimao. Ah, ouais, Pardon j'ai l'impression. Pardon? Il plaît à tout le monde, Ah ce oui, oui, circuit. oui, Auto oui, ou oui, moto, oui. je veux dire. Ouais, ouais. Oui, après, pour rouler vite, c'est un circuit quand même un poil compliqué. Finalement, les gros dénivelés sont bien, mais c'est pas non plus. C'est bien au début, à un certain niveau, tu t'amuses parce que ça descend. Et après, pour rouler vite, c'est pas non plus une piste vraiment. Ouais. Il y a quand même beaucoup de bosses aussi. Et avec le vent. Il y a le vent, il y a les bosses. C'est pas un circuit très facile. C'est pas non plus un circuit super plaisant non plus. Quoi, pour Tu rouler vite. préfères Philippe Island? Ouais, Philippe. En plus, ils l'ont refait là. ouais. Pas mal. Là, du coup, tu es avec le GMT sur cette saison. Tu as eu aussi un titre en endurance. Ouais. C'est une référence aujourd'hui en France. C'est vrai qu'au niveau du super sport, ça a été comme une évidence pour toi d'aller vers Christophe Guyot et son équipe? Oui, ben moi, c'est un retour, hein, parce que dans tous les cas, Ah ouais l'année dernière, j'ai pas trouvé de guidon. D'accord. Après, pour rien cacher, aujourd'hui, on est dans une situation où tous les teams demandent de l'argent aux pilotes. Moi, je fais partie d'une ancienne génération encore où j'ai toujours été un pilote payé et non pas payant. J'ai jamais eu de partenaire et pour moi, il est hors de question de payer pour faire mon métier. Et aujourd'hui, on rentre dans un truc où tous les teams demandent de l'argent aux pilotes, sauf certains teams. Dont Christophe et dont le GMT, qui garde ses valeurs du sport un peu à l'ancienne, où il n'accepte pas non plus qu'un pilote soit obligé de payer quand tous les autres membres de l'équipe sont payés, et pourquoi le pilote qui est au centre, qui prend les risques, devrait payer. Donc justement, on a réussi à trouver un petit peu un accord à ce niveau-là. Et voilà, c'est aujourd'hui un team français, il y a de moins en moins de Français en haut Clairement, niveau, ouais. voire pratiquement plus. On Donc, parle tout le temps. Mais c'est gagnant-gagnant. Il avait besoin de toi. Quelque Ah oui. part, c'est lui qui est venu te chercher. Parce oui, que là, on s'est trouvé. explique-nous, il y a beaucoup moins d'essais maintenant, ça roule moins. Et pour un jeune, il avait pensé à prendre un jeune pilote.
Explique-nous pourquoi il a préféré prendre un garçon expérimenté comme toi. Oui, aujourd'hui, on limite aussi les coups. Donc, pour limiter les coups, on fait moins rouler. Donc, on supprime des free practice. Donc, on n'a plus qu'une séance libre de 40 minutes, une seconde de 40 minutes, mais qui finalement compte pour une qualification, 2 warm-up de 10 minutes et 2 courses. Donc, pour un gamin qui arrive aujourd'hui, c'est impossible de s'y retrouver. C'est impossible d'avoir le temps de travailler. C'est pour moi, je ne comprends pas comment on peut travailler comme ça. Donc, un mec qui a un peu d'expérience, il va se débrouiller, il va gérer le stress. Mais un gamin qu'on met en remplacement, par exemple, il est perdu. Il va cintrer. Il va mettre la première séance de 40 minutes pour comprendre, si pour peu qu'il y ait une panne ou quoi que ce soit. 40 minutes, c'est rien en fait. Avec 2 arrêts, c'est 15 tours, quoi. Et tu sais que c'est le même problème qu'il y a en Formule 3, Formule 2. Oui, c'est ça. Voilà, je veux dire, on connaît la même chose. Tu parlais des pilotes français, Lucas. Rémi, là, pour nos pilotes français en MotoGP, ils ont pu rouler. Comment ça s'est passé de leur côté? Ça s'est pas si mal passé que ça. C'est plutôt une bonne chose, hein. Ils ont droit à des concessions maintenant. Et qui aurait pu imaginer il y a 20 ans, 15 ans, avec l'équipe Honda Repsol, que ça allait être Honda et Yamaha qui allaient avoir les concessions pour aller faire ce shakedown, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire ils roulent 2 jours de plus que les autres, que les essais, ça paraît incroyable. Mais je pense qu'avec tout le travail qu'il y a à faire, Lucas, c'est quelque part une bonne décision. Et puis c'était très bien pour Johan qui découvre la Honda, et puis pour Fabio qui veut savoir ce qu'elle a dans le vent, cette nouvelle Yamaha, de faire 2 jours supplémentaires. Oui, non, c'est sûr. Dans tous les cas, c'était bien pour eux de pouvoir bénéficier de cette chose-là. Et maintenant, il faut que dans tous les cas, qu'ils trouvent tous des solutions pour que les marques japonaises commencent à se réveiller un petit peu et revenir sur le devant de l'affiche, quoi. Pour moi, il y a un vrai problème de... Je ne sais pas quel est le problème, hein, mais c'est vrai que les marques européennes aujourd'hui ont pris le dessus dans leur façon de... Ça paraît fou, hein. Ouais. Dans les années 90, il n'y avait que ça. C'était une évidence, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, on est dans le problème, c'est que, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans un monde où on pense, on fait et on jette. Et les Japonais, c'est pas comme ça. C'est on regarde, Oui, c'est vrai. on analyse, on réfléchit, on fabrique une pièce, on attend 15 jours, on la teste 50 fois et on la met en course. Quand Ducati ou une marque européenne l'a déjà testé 4 fois, 4 modèles différents et se sont pas posé ces questions-là. Donc automatiquement, ça prend il y a une inertie. Ah ouais, je vois l'idée. Donald, je vais rajouter pour Honda tout ce qu'il a dit. On attend, on regarde, on fait des essais, on perd en course, on perd Marc Marquez, le meilleur pilote. Et là, on se dit peut-être d'ici 2 ans, on va essayer de réagir. Et là, du coup, comme on n'a plus rien, on attend. Et puis, il y a les transferts qui sont faits. Puis finalement, ils ont pris Luca Marini. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Européens, ça va beaucoup plus vite. Une usine comme Ducati, alors je suis pas dedans, je vois pas comment ça fonctionne, mais j'imagine très bien, ou comme KTM, c'est qu'ils réfléchissent à une pièce et à mon avis, ils réfléchissent à une pièce le mercredi et je pense qu'elle peut même arriver le samedi sur le circuit, quoi. Quand les Japonais, mais c'est à des années-lumière, personne ne veut prendre de risques, personne ne veut rien faire, il faut lui faire 10 000 km sur le circuit pour voir si la pièce elle va pas se fissurer. On est resté dans leur façon de travailler qui, à mon avis, est comme ça, hein, où tout est droit, carré, mais au bout d'un moment, ça marche plus aujourd'hui. Oui, ce que je veux dire, non, mais je vois dans Ducati, par exemple, c'est l'école Porsche, c'est eux les propriétaires, hein, Volkswagen, le groupe BAG, c'est cette école-là. Avant, c'était l'ancienne école telle qu'il en parle, maintenant c'est cette école-là, et chez Ducati, ils ont pris ce pli parce que, hop, tout de suite, allez, il faut la réaction, la réactivité. Et les Japonais, c'est vrai que... Puis maintenant, avec les imprimantes 3D et tout, la moindre pièce, elle est fabriquée en un quart d'heure, elle est fabriquée, elle est testée. Enfin, Et tu sais comment que chez les Japonais, quand tu es, pas un sous-fifre, mais un ingénieur adjoint, tu peux pas la ramener en disant à l'autre, non, t'es gentil, on va faire ça, ça et ça. Et du coup, la hiérarchie au Japon, c'est hyper important. Oui, c'est leur... Ça donne... on peut s'attendre à des bonnes nouvelles pour 2024, du coup? Tu penses pour les Français? Ou c'est peut-être trop tôt, c'est déjà... Alors là, je m'attendais pas à cette question. Pour Johan, c'est tellement un garçon qui aime travailler, je pense qu'avec tout ce qu'il a subi chez KTM, il va réussir à faire quelque chose. Pour Fabio, de toute façon, c'est simple. Ou ils vont progresser avec la Yamaha, ou alors ciao à la fin de l'année. Juste, vous avez une drôle de surprise, vous, avec Yamaha avec les nouveaux règlements qui sont arrivés comme ça très très tard en janvier, a priori, par rapport à Ducati ou Kawasaki, ça ne va pas vous avantager, quoi? Ils ont changé, il y a une nouveauté de fourche, une nouvelle réglementation? Oui, il y a une nouvelle réglementation qui a été faite au niveau d'une autorisation des nouveautés de fourche. Alors pourquoi, on ne sait pas. Qui est à l'origine de cette demande, on n'en sait rien. Nous, dans tous les cas, on l'a eu tard. On a eu l'information tard. C'est quelque chose que, surtout, ne nous dérangeait pas sur la moto. C'était un point fort de la Yamaha, d'une moto qui tourne. C'est pas de chance parce que tu étais sur Kawasaki les dernières pour les 5 week-ends. Ça marchait pas, ça tournait pas. Et maintenant, comme par hasard, tes adversaires vont avoir quelque chose. Après, c'est un peu à l'image de ma carrière. Hein. La chance, elle est toujours pile poil à côté. Je suis soit une année en avance, soit une année en retard, mais c'est pas grave. C'est ce que m'a dit tout à l'heure Gérard José, qui m'a dit l'année où on devait le faire rouler l'année d'avant, parce qu'il y a eu Florio Marino dans l'équipe, il y a eu Fabien Forey. Il a dit
que tu aurais été champion du monde, que tu aurais battu Kenan Sofoglou. Parce que tu as parlé du problème que tu as eu dans une équipe. Mais moi, je t'ai vu aussi avec Bertrand Stein à Imola, les larmes aux yeux, parce que tu as perdu ton guidon cette année-là. Non seulement il y a une année où tu as fait miroiter une moto qui n'existait pas, et que même les mécaniciens te mentaient au téléphone parce qu'on les avait forcés à te mentir, mais cette année-là, raconte-nous ce qui s'est passé. Oui, non, je fais une ou deux wildcards en 600 Super Sport, ça se passe bien. Et je fais le Qatar avec un team russe, avec une Yamaha, qui me propose un guidon l'année d'après, avec une très bonne moto. Ou alors on parle de Kawasaki, justement, Intermoto, qui est le team qui a fait rouler un peu tous les Français. Et bien d'ailleurs. Qui a bien fait rouler, un team sérieux. Des fois, ils étaient les deux sur le podium. Hein. Voilà, tout le monde me dit que c'est vraiment un endroit où il faut aller. Moi, je connais personne, j'ai pas de manager, je suis tout seul, je réfléchis et je me dis, allez, banco, j'y vais. Dans tous les cas, tout le monde est passé par là, ça va bien. Et je tombe encore dans une année où on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Et à 4 courses, après 4 courses compliquées, je prends, au moment de partir à l'aéroport, je reçois un coup de téléphone comme quoi le patron du team a disparu. Pendant 2 mois, il a disparu. Voilà, il a disparu, donc personne ne sait s'il est mort, personne ne sait. Disparition, les policiers le cherchent, le camion est sous scellé, et il n'y a plus de team, il n'y a plus rien. Quoi. C'était quelle année ça? 2015. Et Donc moi, mon rêve, j'ai réussi à grappiller, à arriver en mondial super sport et tout s'arrête du jour au lendemain. C'est terminé, je repars à zéro. Encore une fois, je répète. Et l'année d'après, c'est encore une galère. Et en 2017, il est champion Mais du monde. oui, avec le GMT. Ouais. Ah non, Comment ça, c'est pas avec... il n'est pas champion du monde avec Ah bon, le GMT. c'est pas avec Yamaha en super sport. il Ah est non, champion pas du avec monde. Super Super Sport, je Sport, te parle en endurance. en endurance, c'était 2016, non 2015, j'ai été le problème avec Intermoto. 2016, c'est l'embrouille où on me fait croire qu'il y a une Voilà, moto voilà. qui va exister. Ah, ok, mais du d'accord. coup, je rebondis, je fais un peu d'endurance, je suis champion du monde d'endurance. C'est ça, voilà, c'est ok. pour ça. Je fais 16, quelques 17. remplacements chez Yamaha et je force absolument pour avoir cette moto-là, la nouvelle moto qui sort chez Mhm. Yamaha pour faire du mondial super sport. Et je suis champion du monde. Ah oui, tu, voilà. tu veux pas y retourner en endurance Pardon. Tu Vas-y, vois bien, vas-y. t'es pas tout le temps à côté de la chance. T'es à côté quand même. Bah oui. Et voilà. Ah bah non, mais On va dire enfin, ça. franchement. Et Ça dépend de d'où on se je place. t'encourage. l'endurance, ça te branche encore? Tu veux y retourner ou... Ouais, l'année dernière, j'ai signé donc avec Yamaha KM99. C'est un nouveau team qui est arrivé. C'est assez rare. Enfin, c'est assez rare. Il y a des nouveaux teams qui arrivent, mais un team qui met autant de moyens et qui arrive pour jouer devant, en signant direct des bons pilotes. Et oui, dans tous les cas, je vais pas dire que c'est un peu un championnat quand on a un peu fini sa carrière, mais c'est plus facile quand on arrive à un certain âge en fait d'aller faire de l'endurance parce qu'on a l'expérience, on a la vitesse, on n'a plus besoin non plus de se mettre comme ça et de prendre tous les risques. Les équipes ont plus tendance à faire confiance à un garçon de 36, 37 ans qu'à un jeune de 20 ans qui peut être capable de s'envoler à la fin de la course juste pour montrer qu'il est là. Donc je pense que ça aide. Et après, ça reste quand même un beau championnat. Ça reste un championnat où il y a quand même beaucoup de bagarres, avec beaucoup de matériel, avec des très bonnes motos. Donc ouais, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a quand même aussi de belles images. C'est quand même bien diffusé. Donc, et c'est très français. Donc pour un pilote français, ne pas faire d'endurance, c'est compliqué, quoi. Mais tu n'as pas hésité une seule seconde quand il y avait un problème de concurrence de date. Alors, à un moment, tu ne pouvais pas tout faire. Donc, Christophe, il t'a proposé quoi? Il t'a dit non, il n'est pas question que tu. J'ai pas hésité. J'ai beaucoup hésité. J'ai pas beaucoup dormi pendant une bonne semaine. Tu m'as quand même dit que, voilà, entre aller jouer le championnat du monde super sport et puis continuer en endurance. Enfin voilà, je passe d'une année où j'ai rien du tout, où je vais faire de l'endurance. Bien sûr, encore une fois, pas de chance parce que cette année-là, il y avait. T'en avais. L'année dernière, j'avais pas de guidon en 600 et j'avais qu'un guidon d'endurance. Il n'y avait aucune concordance dedans. Et cette année, j'arrive à trouver 2 beaux contrats. Financièrement, c'est top pour moi. Le calendrier sort. Il y a 4 courses d'endurance. Il y en a 3 qui tombent pendant le. Oui. Et du coup, j'avais le choix entre choisir l'endurance. Mais c'est un choix compliqué quand même à faire pour moi parce que l'endurance, j'avais un contrat de 3 ans avec une équipe exceptionnelle. Vraiment, j'ai rencontré des gens où je me suis régalé avec eux et j'allais vraiment sur les courses avec le sourire, avec la banane. J'y allais vraiment pour m'amuser. Et un contrat avec financièrement intéressant quand même quand on sait aujourd'hui que c'est compliqué de gagner sa vie. Là, j'avais quand même une sûreté sur 3 ans, voire plus. Et de l'autre côté, une proposition de retourner en mondial super sport. Avec au début quelque chose de financièrement difficilement stable, sans savoir trop vers où je vais, puisque j'ai quand même quitté le super sport depuis 3 ans. Pas totalement. Pas totalement, avec quelques remplacements. Et puis finalement, là, j'ai réfléchi beaucoup et puis c'était Le sprint. Voilà. T'as pris la bonne décision. J'ai pris la bonne décision. Le championnat du monde super sport. Exactement. Attends, mais est-ce que ton rêve, c'est quand même pas d'aller emmener le GMT en superbike? Ça serait quand même ça, peut-être? Si, c'est ce que je dis, c'est qu'il y avait la raison et il y avait aussi la folie. Donc la folie, c'est de repartir en mondial super sport, de se relancer dans un championnat comme ça. C'est pas rien, hein, l'énergie qu'il faut mettre dedans. Je ne parle pas de l'énergie physique, mais l'énergie mentale. Quand
quand tu as un peu fait la croix dessus l'année d'avant, où tu retrouves pas de guidon et il faut pas rêver, quoi. Si t'as pas trouvé de guidon alors que tu es encore dedans, c'est difficile de croire que tu vas en retrouver après. Et donc, au fond de toi, tu fais quand même un peu une croix sur ça, à te dire la vitesse c'est fini, maintenant je me consacre sur l'endurance, je vais finir ma carrière là-bas. Et finalement, se relancer dedans mentalement et tout, c'est pas facile. Donc, mais voilà, il y avait la raison et le cœur, et j'ai pris la raison du cœur qui est la 600 et je me relancer dedans. Mais il n'y avait pas aussi, ça me revient maintenant, t'avais pas eu une grosse déception quand tu avais été champion du monde Super Sport où tu espérais monter justement en Superbike et chez Yamaha, je crois d'ailleurs. Si, j'ai été champion du monde dès la première année, j'ai tenu mes engagements, j'ai promis chez Yamaha quand ils m'ont signé, il y avait plusieurs pilotes, j'ai dit donnez-moi cette moto et je serai champion du monde. J'ai été champion du monde, j'ai rempli mon contrat et l'idée c'était de monter en Superbike avec la R1 à ce moment-là, il y avait le team qui était là, tout était prêt. Et finalement on m'a dit non, il faut attendre une année de plus, j'ai refait une seconde année, je suis vice-champion du monde, on a eu beaucoup de problèmes avec la moto. Et au moment de me faire passer en Superbike, on me fait une proposition parce qu'il fallait la faire. Dans tous les cas, cette proposition qui était plus que ridicule. C'était même pas qu'une histoire d'argent, c'était une histoire de pas respecter mon boulot à ce moment-là, de me faire. T'avais senti fâché là. Faire cette proposition-là, ce jour-là, après ce que j'avais fait, après l'étiquette que j'avais chez Yamaha, me proposer ça, c'était inadmissible pour moi. Donc le soir même, je suis allé toquer chez Kawasaki, j'allais rentrer, j'étais en Argentine, et j'ai croisé quelqu'un, le destin, j'ai croisé quelqu'un avec une veste Kawasaki et je m'étais trompé de clé pour aller dans ma voiture, j'arrivais pas à ouvrir la voiture. Et j'ai dû repartir au box et j'ai croisé une personne avec un pull Kawasaki, je dis pourquoi t'appelles pas chez Kawasaki? C'est la dernière course du saison, tout est plein mais c'est pas grave. Wow. Et j'ai trouvé un contrat chez Kawasaki et c'était qu'une histoire de fierté de dire je pars, voilà c'est tout. Ça se passe comme ça. Et là, de retour, du coup, en disant avec le GMT, quels sont tes objectifs cette année? Les objectifs, comme je l'ai expliqué, c'est de... Quand tu as été champion du monde et que tu fais de la course et que tu te relances dans un championnat comme ça, si je dis je y vais pour faire 10, le jour où je pense ça, je rentre 3 minimum. J'arrête. Moi, ce que je veux, c'est me battre pour être devant, pour être champion du monde. Même si sur le papier, ça peut être compliqué. Je ne prends pas un départ de course en me disant si je fais 10, on sabrera le champagne. Donc non, je l'ai fait pendant 2 ans sur la Superbike avec Kawasaki. Et j'ai fait 2 ans où j'ai été malheureux, où je me suis posé tous les jours pourquoi je fais ça, j'arrête de faire ça, quoi. Donc non, le but c'est de gagner des courses, d'être devant et d'être champion du monde. Et le jour où j'aurais pu cette mentalité-là, je crois que tu ne savais pas que la Kawasaki Satellite, c'était pas bon, c'était la pire des motos. Non. Il aurait mieux valu prendre une Ducati, parce que nous, Fabien Rollo, il nous le disait à demi-mot. Hein. S'il y a une marque où il ne fallait pas aller quand tu n'es pas dans l'équipe officielle, c'est bien Kawasaki en Superbike. Mais moi, encore une fois, je suis un peu seul, je me suis un peu... Alors justement, j'ai entendu ça tout à l'heure. Alors c'est peut-être avec ta personnalité, t'as pas de regret de pas avoir pris un moment ou un autre comme tous les autres un agent? Parce qu'à part Arnaud Vassois et toi, j'en connais pas d'autres. Non, j'ai pas de regret parce que la course moto, ça m'a fait prendre en une année de course moto quand t'es tout seul, en fait, tu prends 10 ans d'expérience. Et si j'avais eu quelqu'un qui avait tout géré pour moi, c'est un peu comme on le disait avec la mécanique. Si j'avais jamais fait de mécanique, j'aurais pas su tous ces trucs-là. Et là, ça m'a permis, mine de rien, d'être tout seul, de me faire avoir. Et quand tu te fais avoir, tu réfléchis un peu plus et tu te refais pas avoir 2 fois. Et si quelqu'un l'avait fait pour moi, peut-être que dans 10 ans, je me ferais avoir le jour où je voudrais acheter un immeuble, où je voudrais... Voilà, là, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur la vie, j'ai appris plein de choses sur les gens aussi. J'ai à cerner les gens, à comprendre qui est intéressant, qui est pas intéressant. Et je pense que si plein de gens avaient fait tout ça pour moi, j'aurais rien appris du tout et j'aurais fini ma carrière et je serais faire que de la moto, quoi. Ouais. C'est intéressant ce qu'il vient de dire, parce que les footballeurs, justement, sont trop entourés parfois. Ouais. Par 12 personnes, oui, bien sûr. Non, la conclusion, c'est que ça, c'est des métiers où on ne peut pas être malheureux. Voilà. Non, voilà. Et quand tu l'es, il faut revenir en arrière et se dire qu'il y a des mecs qui se lèvent tous les matins à 5h du matin, 20 ans pour aller à l'usine, et que même si c'est dur à certains moments, moi je fais ce que je veux, je monte sur des motos que tout le monde a rêvé de monter et je suis là aujourd'hui. Enfin, voilà, il faut réfléchir un peu. Non, c'est pas facile. Mais si on se remet en arrière, je pense qu'il y a des métiers 10 fois plus compliqués. Et même ces gens-là, on leur donne même pas la parole, donc ils peuvent même pas se plaindre. À la limite. C'est vrai. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. On avait plus de temps la semaine dernière pour Daytona, mais on va le prendre cette fois-ci. Ah oui, parce qu'on n'a plus le temps non plus. Hein. On n'a plus le temps, mais on va prendre quelques minutes quand même. On va parler de Daytona. C'est les news, c'est parti. Parce qu'on n'allait pas le reporter d'une 3e semaine. J'ai l'impression que ça fait 6 mois en PLS. Donc du coup, les 24 heures de Daytona, victoire pour Porsche au terme avec un final de folie. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette course? C'était dingue parce qu'on a parlé de Yamaha qui gagnait l'Enduropal depuis de nombreuses années. La Porsche est de retour après la victoire en 2003.
2023 face à Cadillac. Ça a été vraiment... ça s'est joué d'un rien et ça a été une belle victoire pour Porsche. Donc, ça a plutôt ravi les fans. Et pourquoi il y avait un suspense de fou en IMSA jusqu'au bout? Ah bah comme d'hab. En fait, si tu veux, dans les courses à l'américaine, c'est ce qui peut plaire aussi aux gens, c'est qu'en fait, tu rabats les cartes juste avant la fin. Il y a un drapeau jaune, donc bah oui. En fait, tu as une canette qui est sur la piste. Hop, oh là, drapeau jaune, on va animer la fin de course. Et donc, à 1 heure de l'arrivée, en fait, il y avait une course qui était plutôt fluide jusque-là. Et on a finalement resserré les rangs. Et ça s'est joué à 3 fois rien. Ça s'est joué à 8-10 secondes. Parce qu'il y avait un petit cafouillage à la fin. Ils ont mis le drapeau à damier un tour trop tôt. Donc bon, c'est dommage pour une course qui est sponsorisée par un horloger. C'est bête. Oui, parce que normalement, ça arrive les pilotes. Ouais, on l'a déjà vu, on se trompe d'un tour, aller chez Spargaro ou d'autres. Mais là... j'ai jamais vu en moto ça encore. C'est arrivé en Ils ont mis Formule 1. le drapeau d'ami un tour avant. C'est arrivé en Formule 1 et c'était au Grand Prix du Brésil. C'était Pelé. Le grand Pelé, qui devait agiter le drapeau, il a fait un tour trop tôt. On peut peut-être lui pardonner. Mais du coup, il s'est passé quoi? Ça a causé un drame de course ou il s'est passé quelque drame, chose? Mais ça a amputé la fin de course. En fait, ça aurait pu être beaucoup plus serré. Tom Blomqvist était à la poursuite. Il devait être fou. Il était complètement fou. Oui, parce que du coup, on considère que c'est terminé. Complètement. Alors, ça, avant 3h58. Ouais. Mais c'était quand encore Rihanna qui a fait le drapeau d'ami ou quoi? Je sais même pas si c'était une au bout de célébrité. 24 heures, il était fatigué. Voilà, c'est ça. C'est dingue. incroyable. C'est pas une course de 24 heures. Non, Ouais, en fait, je pense que c'est les officiels qui sont 58. Et en fait, je crois qu'ils sont gourés parce qu'il restait 6 minutes et ils ont mis 2 tours restants, puis dernier tour, et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, il restait 4 minutes. Et tu fais pas un tour en 4 minutes, tu fais le tour en 2. Bah ouais. Donc il restait encore un tour. Un mec, il calculait derrière son bureau, là, c'est toujours comme ça. Ah ouais. En GTD Pro, c'est Ferrari avec Risi Competizione. T'es content? Bah oui, toujours. Moi, dès que Ferrari, je suis content. Ferrari qui s'impose en GTD Pro, donc pour les pilotes professionnels, en fait. Ce sont les mêmes voitures, que ce soit GTD Pro, donc ce sont des GT3 ou GTD. Mais la seule différence, ce sont les pilotes. Donc Ferrari gagne face à Corvette. Donc ça c'est bien passé. Et puis tiens, d'ailleurs, on a les 2 vainqueurs sur la même image là. Parce que c'est la Mercedes de chez Winward qui a gagné en GTD, donc avec les petits coloris verts. Et c'était une belle lutte aussi. Elle est plus belle, la voiture rouge devant. Oui, ça va, parce qu'il y a des sponsors peut-être qui te plaisent plus. Oui, mais j'aime bien Ferrari de base. Aujourd'hui est arrivé au musée du Mans, la Ferrari qui a gagné l'an dernier, les 24 heures. Je leur ai envoyé un DM pour me dire, envoyez-la chez moi, ils l'ont pas fait. Je comprends pas. Un jour, j'y arriverai. Bah oui. Le prochain rendez-vous, c'est Sebring pour les 12 heures, c'est ça? 12 heures, exactement. Le 3e week-end de mars, je ne sais plus, c'est le 16 mars. Faites les calculs, c'est peut-être le 2e week-end. En tout cas, 72e édition de Sebring. Là, ça va être bosselé sur un ancien aéroport. Toujours les plaques? Toujours. Ils n'ont rien changé. Ça, c'est les Américains pour le coup. Il n'y a pas de resurfaçage. Et ça peut créer des soucis, d'ailleurs. Les voitures sont tellement. Déjà que sur Forza, ça causait des soucis, mais alors en vrai, j'imagine pas. Pareil. Ça roule en bécane là-bas, tu sais, Lucas? Je sais pas du tout, mais par contre, beaucoup de circuits du championnat américain de moto ont été refaits cette année. Bah oui, c'était nécessaire. D'ailleurs, il roule à Daytona aussi, et c'est un truc de fou. Parfait, c'est bon, on a parlé de Daytona. T'as vu, on l'a fait. Oublié. Mais on l'avait mis on l'avait mis dans le teaser, là, on était obligé de le faire. J'ai relu aujourd'hui une interview de Petrucci, il disait que l'année où il était en AMA, là, c'est très compliqué. Pour lui, la plus grosse difficulté, c'est d'apprendre les circuits américains. Ils sont très très différents de ce qu'il connaissait en Europe. Moi, j'y arrive pas à le retenir. Loris les connaît déjà, donc ça c'est bien. Moi, Loris Baz. J'ai appelé tout le monde l'année dernière pour rouler, j'ai pas réussi à trouver de moto. Toi, les circuits, tu les connaissais, c'était la moto que tu n'avais pas. Non, je connaissais pas les circuits non plus, mais je voulais vraiment aller là-bas aux États-Unis aussi. Après avoir discuté avec Loris, qui me disait que c'était un bel endroit aussi pour un beau championnat quand même. Et j'ai pas réussi à trouver de moto. C'est pas si facile que ça pour les pilotes du championnat du monde d'aller rouler là-bas quand même. D'ailleurs, c'est pas simple non plus pour les pilotes américains de venir en. Ouais, mais là, c'est un point plus logique à la limite, quoi. Mais... Ouais, c'est vrai. Enfin, on a eu Ben Spies, on a eu aussi, bien sûr, Hayden, donc voilà. On en avait quand même. Merci mon cher Anthony, merci Rémi. C'était passionnant comme d'habitude. On va quand même donner le prochain rendez-vous. C'est pas la semaine prochaine, même endroit, même heure? Ça oui, mais là, qui vont être les premiers à rouler avant la Formule 1, avant la MotoGP? C'est le Superbike 23, 24, 25 février. Il est fort. Phillip Island, là où il a gagné une fois, là où il a poussé Rolfo dans le dernier tour, avec une amende à la clé. Il le parle comment t'as vu? On reconnaît là. C'est un mec chaud. Et on rêve d'un podium de Lucas Mayas. Plus, moi je rêve de plus. On y croit. On va y aller doucement, c'est possible, il peut. On y croit. C'est bien. Bon, c'est cool en tout cas. Rappelle-toi, t'es pas du bon côté de la chance. Tu seras content si tu fais podium déjà. Ah bah oui. Pour ton grand retour. Mais c'est une terre qui marque les Français, tu vois, avec Olivier Jacques, avec Johan Zarco, avec toi. Avec Di Meglio. Bien sûr. C'est beau. Merci mon cher Jean-Louis. Parfait. À bientôt.
Bon, on parlera Ferrari la semaine prochaine, j'espère. Oui, bah, Je m'en fous, dans l'édito, tu mets du Ferrari, je suis content. Je demande pas plus que ça. Non, on a parlé on va beaucoup. même parler d'hybridation sur les Ferrari, je t'en Oui. voudrais pas trop. Quoique. on a parlé. Merci Lucas, c'était un plaisir. Ben, merci à vous, ça valait le coup de venir en métro jusqu'ici, mais c'était vraiment Non, mais cool. ça, c'est l'ami Tissier. Ça, c'est Rémi. Attends, ça. il a vécu l'aventure, il pourrait dire c'est la première Voilà. fois que Lucas prenait le Mais métro. non. Double champion du monde. Mais non, mais c'est juste qu'on franchement- connaît Rémi, on sait qu'il faut pas monter derrière lui. Non, il est très bon commentateur, mais c'est sur le vrai périph'. qu'il arrive de Mont-de-Marsan, et donc à Mont-de-Marsan, on lui dit ah, mais alors, t'as pas Il n'y a pas le métro. Il m'a quand même sauvé 2-3 coups, Rémi. Moi, je suis très C'est content de beau. monter derrière lui. hein. Il n'y a pas de métro à Mont-de-Marsan. On aura tout vu. Non, mais, Merci ne lui à réponds tous. pas, ne lui réponds pas. C'était un plaisir. On se retrouve même endroit, même heure pour la suite de Racing Stream. Et puis, si vous me regardez sur ma chaîne, à demain pour Stream VF. Ciao, ciao. Salut. Michelin, Motion for Life.